Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Tony a le contrôle pour le déroulement des diapos. Je vais m'occuper juste de l'animation. Comme vous le savez, dans le cadre du programme canadien des bourses de la francophonie, il est prévu, disons, il y a une politique de développement durable qui prévoit un peu la sensibilisation des boursiers. Nous sommes un peu dans le cadre de cette activité de sensibilisation et ce serait animé par moi-même. Je vais très rapidement vous présenter les objectifs. L'objectif, dans le fond, c'est d'améliorer un peu vos connaissances par rapport à un certain nombre de thématiques: efficacité énergétique, approvisionnement responsable, gestion des matières résiduelles, gestion de l'eau, mobilité durable. C'est juste pour améliorer vos connaissances en vue de vous amener à revoir un peu vos comportements et sur le plan par rapport à différents enjeux environnementaux. Le plan de présentation s'est structuré en 4 parties. Nous allons discuter un peu de l'efficacité énergétique, qu'est-ce que c'est, l'approvisionnement responsable et la gestion des matières résiduelles. La gestion de l'eau et la mobilité durable sera suivie ensuite des questions. Tony va me lire un peu vos questions, vos préoccupations pour que je puisse répondre à la fin. Je vais d'abord, dans un premier temps, me présenter. Je m'appelle Olivier Médétoan Guédé. Je suis géographe environnementaliste. Je navigue depuis un bon moment, bientôt 10 ans dans le marigot du développement durable. Je suis spécialiste en gestion de projet et en développement local. Avec des expériences au Canada et dans les pays d'Afrique, je suis chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'interviens pour la gestion de projet, le développement durable, département des sciences humaines et sociales, département des sciences économiques et administratives. Je suis membre de 2 unités de recherche, le Centre de recherche en développement territorial, le CRDT, et la chaire en éco-conseil. Personne ressource également pour le renforcement des capacités d'un certain nombre d'acteurs au niveau local dans le cadre des programmes de la francophonie. Je suis sollicité par le BCEI et le PCBF pour les soutenir un peu dans les activités de développement durable. Voilà de façon très ramassée ce que je peux dire sur ma personne et vous voyez à qui je ressemble et qui je suis. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'efficacité énergétique, les comportements pour une bonne utilisation de l'énergie. Dans le fond, quels sont les objectifs poursuivis pour cette partie-là? C'est de vous amener à comprendre un peu la réglementation sur l'énergie électrique au Québec. Bien utiliser les équipements que vous aviez dans vos résidences, dans vos appartements pour, disons, mieux gérer l'énergie électrique et optimiser l'utilisation de l'éclairage en ce qui concerne les ampoules et pour une meilleure gestion du chauffage également dans les appartements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ceci soit au rendez-vous? C'est de ça que nous allons parler dans les diapos à venir. Comme vous le savez, on a fait une évaluation. Tony vous a envoyé un questionnaire pour recueillir un peu vos préoccupations, vos connaissances sur un certain nombre de thématiques. Il m'a retourné les résultats. J'ai fait un dépouillement de tout ça. Je voudrais vous présenter un peu en termes de connaissances, attitudes et besoins exprimés. Quels ont été les résultats de ceux qui ont été consultés? Dans un premier temps, il était question pour moi de comprendre, est-ce que vous êtes prêts à adopter des pratiques lors de votre séjour au Canada en ce qui concerne la gestion de l'électricité dans vos logements, pour l'utilisation des équipements mis à votre disposition, pour l'éclairage aussi? 100% des répondants ont dit oui. Et quelles sont les raisons qu'ils ont évoquées? Pour eux, là, c'est pour une meilleure gestion de l'énergie. C'est pour éviter le gaspillage, économiser sur la facture d'électricité et aussi de préserver l'environnement et les réponses et les ressources naturelles. Donc voilà le résumé des réponses que j'ai recueillies par rapport à cette première préoccupation. Ceci étant, qu'est-ce que cela voudra dire? Est-ce que vos réponses sont en harmonie avec ce qu'on devrait connaître
C'est à ça que nous allons nous atteler maintenant. Bon, maintenant, ce qui concerne l'efficacité énergétique au Québec, on a une soixantaine de lois et de règlements qui balisent un peu cette thématique-là. Vous avez la liste, c'est des liens, vous pouvez cliquer là-dessus pour aller voir un peu de quoi on parle. Et lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique en matière de règlement, qu'est-ce qui est disponible au niveau du Québec? Je ne vais pas rentrer dans chaque lien. Et la diapo suivante nous permet de comprendre un peu l'efficacité énergétique, son pourquoi et son comment. D'abord, dans un premier temps, l'efficacité énergétique, c'est une stratégie éprouvée pour la réduction des émissions ainsi que la consommation de la facture de l'énergie. Et il y a des attitudes, il y a 3 actions qui peuvent concourir à ça. Il y a le changement des technologies et de la technique qui ne relève pas nécessairement de vous. Il y a le changement organisationnel et managérial dans une organisation, dans une institution. Il y a des changements qu'on peut mettre en place. Et il y a également des changements au niveau comportemental. C'est surtout, pour ce qui vous concerne, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les changements au niveau comportemental. Mais avant cela, les technologies éco-énergétiques, le savoir-faire, les procédés aujourd'hui offrent un certain nombre de possibilités. Pourquoi on parle d'efficacité énergétique? C'est pour d'abord réduire les coûts, améliorer les rendements opérationnels, prolonger la durée de vie des bâtiments et du matériel et accroître surtout le confort des occupants tout en contribuant à la préservation des habitants dans les différentes résidences. Efficacité énergétique, diapo suivante. On l'appelle également économie d'énergie. C'est le fruit des petits gestes que nous pouvons facilement poser, les gestes que nous pouvons faire tous les jours. Et ces gestes concourent à réduire un certain nombre de problèmes au niveau environnemental. Ça peut avoir un grand impact sur l'environnement. Et en diminuant notre consommation d'électricité, nous économisons, nous y gagnons collectivement vraiment sur le plan environnemental. C'est ce que nous attendons de vous aujourd'hui en termes de comportement. C'est des gestes que vous pouvez faire dans vos résidences pour permettre un peu d'atteindre cette efficacité énergétique et réduire la consommation de l'énergie. Diapo. On rentre dans le vif du sujet. Dans vos résidences, vous avez un certain nombre de choses. Il y a d'abord, dans un premier temps, le chauffage. Vous avez les équipements, le réfrigérateur et la cuisinière, le poste téléviseur, il y a le chauffe-eau et les lumières qui constituent, disons, les équipements dont vous avez accès pour vivre dans votre appartement et faire vos études comme cela se doit. Mais comment est-ce que la répartition de l'énergie est faite? L'énergie que vous utilisez dans vos appartements, comment est-ce que c'est fait? La grande partie de l'énergie va au chauffage. Nous sommes en hiver et le chauffage consomme 54% de l'énergie qu'on utilise dans les ménages, le chauffage et la climatisation. Il y a ensuite l'eau. L'eau et le chauffage contribuent pour plus de 70% de l'énergie que nous consommons. Les électroménagers, les appareils électroniques, on en a pour 18%. L'éclairage, il n'y a pas grand-chose, mais cela ne voudra pas dire qu'il ne faut pas prendre des dispositions pour réduire un peu la consommation sur ce plan. C'est 5% et il y a autres qu'on range qui concourent pour 3%. Donc voilà le tableau, ce que nous dit Hydro-Québec en ce qui concerne la consommation de l'énergie dans les résidences. Par rapport à ça, revenons maintenant aux équipements. C'est ça que vous utilisez le plus. Il y a votre sécheuse qui consomme 34% des 18% qu'on a identifiés pour les électroménagers. On a ensuite votre réfrigérateur, le congélateur pour ceux qui en ont 13%, la cuisinière 20%, la vaisselle pour ceux qui en ont aussi, il y a 10% qui va par rapport à cet équipement-là. Et la laveuse nous revient, ça c'est l'équipement qui consomme le moins. On en est à 6%. Maintenant, par rapport à ce tableau,
qu'est-ce que je dois faire dans ma résidence ou dans mon logement? Dans un premier temps, je suis allé équipement par équipement. En ce qui concerne le chauffage, il est demandé à ce qu'on fasse le calfeutrage. Cela voudra dire quoi? C'est des plastiques qu'on prend pour fermer les ouvertures et au niveau de la maison, les portes, les fenêtres, pour éliminer les pertes de chaleur et diminuer efficacement le coût du chauffage et augmenter quand même le confort. Quand il fait froid dans un appartement, on n'est pas à l'aise, hein? Encore que nous venons pour la plupart d'une région où il fait chaud, on ne connaît pas l'hiver, on a besoin de confort et s'il fait froid, le calfeutrage permet quand même d'économiser de l'énergie. Le règlement de la température, 17 degrés pour certaines personnes, c'est déjà peu, mais il est souhaité à ce que la pièce habitée soit à 17 degrés la nuit et pendant les absences et à 20 degrés pour le reste du temps. Vous pouvez l'augmenter à 23, 25, c'est pas grave, mais régler la température permet quand même d'économiser de l'énergie. Le remplacement des thermostats, ça ne relève pas de vous, c'est votre propriétaire qui doit le faire. L'isolation également du sol, ça améliore quand même le confort et permet d'économiser de l'énergie. Voilà pour ce qui concerne le chauffage. Pour ce qui concerne l'eau, il y a un certain nombre de dispositions également. Vous n'oubliez pas que l'eau, le chauffage de l'eau est la deuxième source de consommation après le chauffage de la maison. Il faut éviter les pertes de chaleur en recouvrant votre chauffe-eau d'une couverture. Ça aussi, ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez en discuter avec votre propriétaire. Maintenir la température du chauffe-eau à 60 degrés pour réduire la durée des douches et réduire du moins la durée des douches. Nous venons pour la plupart d'entre nous de l'Afrique, on se lave pratiquement tous les jours, mais il ne faut pas faire 30 minutes sous une douche et avec de l'eau chaude. Ce n'est pas bon pour la consommation de l'énergie, ni aussi pour l'eau. Donc, il faut réduire un peu la durée des douches. Réparer les robinets qui fuient, parce qu'une fuite entraîne un gaspillage, disons, par jour de 27 litres d'eau. Donc, il faut très vite contacter le propriétaire pour lui signaler les réparations à faire en ce qui concerne les fuites d'eau là. Utiliser la machine à laver à plein régime, ne pas le remplir à moitié et l'utiliser. Et laver, si ce n'est pas une exigence, laver à l'eau froide, ça permet quand même de réduire la consommation. Et démarrer le lave-vaisselle sans activer la fonction de séchage. On n'a pas besoin de lui demander de sécher la vaisselle une fois que c'est lavé. On peut sécher ça nous-mêmes. Tous ces gestes-là permettent d'économiser l'énergie dans les ménages. Après ça, on a maintenant la cuisinière. On prépare pratiquement tous les jours. Hein. On prépare tous les jours. C'est un équipement qu'on utilise pratiquement tous les jours. Et il est recommandé à ce qu'on utilise les bouilloires pour faire bouillir l'eau plutôt que de les chauffer dans des casseroles. C'est une méthode qui est vraiment économique en ce qui concerne la consommation. Utiliser le four à micro-ondes. Okay, pour les quantités, les petites quantités de nourriture et dégeler les aliments au réfrigérateur plutôt qu'au four à micro-ondes. Cuire les aliments dans des casseroles avec une fermeture, disons, convenable et ne pas allumer le four. On demande souvent de préchauffer le four. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Ne pas allumer le four plus de 10 minutes d'avance et l'éteindre quelques minutes avant la fin de la cuisson. Et pour accumuler la chaleur accumulée permet de finir la cuisson du repas. Là, vous économisez, disons, en ce qui concerne votre cuisinière, en ce qui concerne l'énergie dans votre ménage, l'électricité, du moins, dans votre ménage. Pour ce qui concerne l'éclairage n'en a pas pour beaucoup en ce qui concerne la consommation énergétique, mais remplacez quand même les ampoules incandescentes en utilisant des ampoules, disons, d'une certaine résistance par rapport à la consommation d'énergie, ça fait du bien, disons, à la facture énergétique. Et éteindre les ampoules quand on n'est pas là. Il ne sert à rien de laisser, disons, les ampoules allumées dans la pièce, quitter la pièce et revenir. Ce n'est pas bien, ça consomme de l'électricité et il faut être vigilant pour éteindre les ampoules une fois qu'on sort. Et dans une pièce où vous n'êtes pas présent, il faut éteindre l'ampoule avant, si vous n'êtes pas là, il ne sert à rien de laisser l'ampoule allumée. Donc voilà un peu de façon ramassée ce qu'on recommande comme geste, ce qu'on vous propose comme
disons, actions à entreprendre dans les jours à venir en ce qui concerne l'utilisation des différents équipements dont vous disposez dans vos résidences, dans vos appartements pour une bonne utilisation de l'énergie. Vous sauvez non seulement des sous par rapport à la facture, vous sauvez également un certain nombre de dommages par rapport à l'environnement. Il serait intéressant que vous passiez à l'action pour mettre en application tout ce qui est recommandé. Nous allons aborder actuellement la deuxième thématique, l'approvisionnement responsable et la gestion des matières résiduelles. Et quels sont les objectifs poursuivis par rapport à ça? Il sera question pour vous ici de comprendre un peu le système de gestion des matières résiduelles au Québec. Le Québec est très avancé par rapport à cette thématique-là. Comprendre les 3 RV, c'est un acronyme qui veut dire réduction, réutilisation, recyclage et valorisation. Réduire l'utilisation des documents papier lors de vos études et la consommation aussi. Nous sommes des étudiants, nous utilisons beaucoup de papier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'utilisation des papiers? Et bien utiliser également les équipements de gestion des matières résiduelles mis à notre disposition. L'évaluation des connaissances a révélé quoi comme réponse? On voudrait savoir si vous êtes prêt à adopter des pratiques lors de votre séjour au Canada pour la gestion des matières résiduelles. 100% des personnes interrogées sont favorables. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts. Mais pourquoi ils sont prêts? C'est pour avoir un environnement sain, c'est pour valoriser les matières résiduelles, éviter les infections, garantir l'hygiène, respecter les lois, faciliter le tri, lutter contre les changements climatiques. Donc voilà les réponses qu'on a enregistrées par rapport à ceux qui ont répondu pour ce qui concerne l'utilisation et la gestion des matières résiduelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on appelle achat responsable? L'achat responsable, on l'appelle également approvisionnement responsable. Et ça consiste, disons, à intégrer les critères environnementaux, sociaux et économiques au processus d'achat. Achat de biens, de services, comme moyen pour réduire l'impact sur l'environnement, augmenter les bénéfices sociaux et renforcer la durabilité tout au long du cycle de vie des produits. C'est ça ce qu'on appelle l'achat responsable. Il est recommandé à ce que, même si vous êtes individu, même si vous êtes une organisation, de procéder à des achats responsables. Ça vous permet, ça vous procure un certain nombre de biens que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne la réglementation, pour les matières résiduelles, il y a un certain nombre de choses, de dispositions au plan législatif, il y a les lois, les règlements qui présentent un peu de quoi on parle quand on parle de gestion des matières résiduelles, comment est-ce qu'il faut régler tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour la qualité de l'environnement, les matières dangereuses, l'assainissement, etc. Tout est balisé par des lois et des règlements ici au Québec. On a une politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui est structurée et en un certain nombre de points. La politique présente 3 enjeux et un principe. L'enjeu, le premier, c'est d'éviter le gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action des changements climatiques. Le Québec dispose d'un plan d'action de lutte contre les changements climatiques et la politique québécoise veut concourir, veut contribuer à atteindre les objectifs définis dans ce plan-là. Comme enjeu également, il est question de responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Un seul principe est défini dans ce document, c'est le principe des 3 RV dont je parlais tantôt. Les 3 RV, entendez diapo. Parfait. Donc, j'avais défini les 3 RV. L'organisme qui a été créé par le Québec pour s'occuper de la gestion des matières résiduelles, pour réglementer un peu la gestion des matières résiduelles, s'appelle Recyc Québec. Cet organisme relève du ministère de l'Environnement et il est régi par, il est créé par un certain nombre de lois et de règlements, précisément, et la loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. C'est un organisme qui a pour mission d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler, valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire.
OK, et aussi pour la lutte contre les changements climatiques. Et la politique au Québec recommande également à ce que des PGMR, des plans de gestion des matières résiduelles soient élaborés. Et ça, ce mandat est confié au MRC, c'est-à-dire des regroupements de municipalités et de villes. Et le mandat leur a été donné d'élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et de s'occuper de la gestion des matières résiduelles. Et il y a deux stratégies qui sont définies. On a la stratégie résidentielle. Les résidences sont gérées selon un certain nombre de dispositions. On a également des dispositions pour les ICI, entendez institutions, commerce et industrie. OK. Diapo. Les entreprises, les commerces, les institutions d'État, les institutions publiques, ils sont régis par, disons, tout ce qui concerne les ICI, on les range dans cette catégorie-là et on les traite d'une autre manière. Les ménages également, le résidentiel est traité d'une autre manière. Nous allons nous appesantir sur le secteur résidentiel en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. Je parlais tantôt des 3 RV. J'ai ici un exemple qui prend en compte un peu, disons, la situation des étudiants que vous êtes. 3 RV, je l'avais défini, c'est réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. Quand on parle de réduction à la source, cela voudra dire quoi? Si on vous prend en ce qui concerne vos activités, il est question de vous amener à lire à l'écran plutôt que d'imprimer. Quand on lit à l'écran, on n'a pas de déchets là. Mais chaque fois que vous devez lire quelque chose, si vous devez l'imprimer, vous allez vous retrouver avec le temps, avec une tonne de papier. Vous ne saurez plus qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, la réduction à la source recommande à ce qu'on prenne des dispositions, à ce qu'on ait des attitudes pour éviter la production des déchets. Donc, on vous recommande ici de lire à l'écran plutôt que d'imprimer. Le réemploi. Vous pouvez utiliser le verso de vos documents imprimés comme papier brouillon ou comme bloc-notes. Vous êtes dans une logique, dans une situation de réemploi. Le recyclage, une fois que le papier est utilisé, c'est de le déposer, disons, pour qu'on puisse le recycler. Ce papier utilisé là peut être utilisé pour fabriquer d'autres produits qui seront utiles quand même dans l'utilisation courante. Donc, il est recommandé à ce que ce papier-là ne soit pas jeté à la poubelle. On a prévu quelque part où on peut le déposer, le récupérer, faire une réutilisation pour qu'on puisse sortir avec ça un autre produit qu'on peut encore utiliser. La valorisation, c'est le compostage. Composter les papiers, mouchoirs et essuie-tout. C'est des papiers utilisés qu'on ne peut plus réutiliser, mais on peut quand même les composter et faire autre chose avec ça. Donc ici, on vous recommande, au lieu de photocopier régulièrement les documents, passer à la numérisation. On est en train de vouloir interdire, bannir pratiquement la photocopie des documents et on vous incite à la numérisation pour vous permettre de lire à l'écran, pour vous permettre de réduire un peu la production de vos déchets papier et nous sommes dans une logique de réduction à la source. Suivant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans vos résidences, toujours par rapport à la question, qu'est-ce qu'il faut faire là? Utilisez convenablement les poubelles. Vous aviez dans vos résidences des poubelles bleu, noir par endroit, brun, bleu, noir à d'autres endroits. Comment est-ce qu'il faut les utiliser? D'abord, les poubelles qui sont dans les ménages. Il faut les vider régulièrement afin d'éviter les odeurs dans les résidences. Ce n'est pas bien quand on laisse des poubelles dans les résidences. Ça produit des odeurs, donc il faut régulièrement les vider pour ne pas avoir ces odeurs-là dans les chambres, les résidences, et les vider dans les bacs appropriés. Et chaque bac a un contenu. Si vous prenez par exemple le bac brun, ok, le premier, le tout petit là que vous avez, c'est des matières organiques qui est recommandé pour ce type de bac. Le bac bleu, c'est les matières recyclables, tout ce qu'on peut recycler. Vous avez les images là. Et vous avez le bac noir là où vous n'avez pas de bac brun,
Et vous avez le bac bleu, le bac noir. Le bac bleu, c'est le recyclable. Et tout ce qui n'est pas recyclable, on le met dans le bac noir et c'est destiné à l'enfouissement. Je ne l'avais pas dit tantôt, dans quelques années, l'enfouissement est en train d'être banni à Québec. On ne doit plus rien enfouir là. Donc, le bac noir est appelé à disparaître. Vous aviez dans vos municipalités un calendrier qui permet la collecte de ces ordures-là et pour les sites d'enfouissement ou bien pour les centres de tri. On trie tout ce que vous mettez dans votre bac de recyclage est trié et pour qu'on les utilise pour produire autre chose, pour qu'on puisse les recycler pour fabriquer autre chose. Donc voilà les types de bacs, quel type de produit rentre dans chaque bac. Et voilà qui met un thème à la partie, au deuxième thème, approvisionnement responsable et gestion des matières résiduelles. Donc en résumé, il faut voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter. Il faut réduire votre production de matières résiduelles, surtout en ce qui concerne le papier. On a mis l'exemple sur les papiers, mais il y a autre chose que vous pouvez réduire. Il faut se poser la question, tout ce que j'achète là, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça avant de l'acheter? Parce qu'une fois que c'est acheté là, si vous l'utilisez, vous allez produire des déchets. Donc, il faut avoir un certain nombre de comportements qui va vous amener à réduire votre production de déchets. La troisième thématique, c'est l'eau. La gestion de l'eau dans les ménages. Vous en consommez pratiquement tous les jours pour la boisson, la lessive, et la vaisselle, le bain, etc. Quelle est la réglementation en vigueur par rapport à ça au Québec ici? Diapo. Mais avant d'entrer dans la réglementation, l'évaluation a révélé quoi? Est-ce que vous êtes prêts à adopter des pratiques en ce qui concerne la gestion de l'eau au Québec? Unanimement, les gens ont dit oui. La réponse, c'est oui. Mais pourquoi? Pour certains, il faut réduire les gaspillages, et apprendre de bonnes pratiques, préserver la ressource naturelle, adopter un comportement responsable. C'est ce que les gens ont produit comme réponse par rapport aux connaissances. Le gaspillage de l'eau à la maison. Le gaspillage de l'eau à la maison, disais-je, peut être évité par la réparation des fuites, j'en ai parlé tout à l'heure, et par la modification de certaines habitudes. La réparation des fuites, ça relève de votre propriétaire, mais la modification de certaines habitudes, ça vous concerne avec vos gestes, vos comportements. Vous pouvez, disons, modifier vos habitudes et pour permettre un peu d'économiser l'eau et pour une meilleure gestion de la ressource. Il y a des gestes concrets qui sont recommandés par rapport à ça. Mais avant, la consommation de l'eau dans les ménages s'est répartie comme suit. La grande partie de l'eau consommée dans les ménages est utilisée dans les toilettes. Quand on va dans les toilettes et on flush une fois, 24% de tout ce qu'on utilise comme l'eau là va dans ce sens-là. Il y a la douche qui intervient pour 20%. Il y a le robinet, disons le lavabo et la préparation, on en a pour 19%. La machine à laver aussi en consomme une partie. Et la vaisselle, une partie. Et les fuites aussi, 12%. C'est important. 12% de fuites d'eau dans une maison, c'est important. Et il faut prendre les dispositions pour remédier à cela. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre? Pour ce qui concerne les toilettes, il faut remplacer votre toilette régulière par des toilettes certifiées. Il y a des toilettes WaterSense à faible débit, j'allais dire, pour éviter un peu la réduction permettre un peu la réduction de la consommation d'eau. Réparer une toilette qui fuit empêchera le gaspillage. OK? Pour ça, c'est pour ce qui concerne les toilettes. Pour la douche, il est recommandé de privilégier des types, de prendre des douches plutôt que du bain. Prendre un bain là, ça demande beaucoup d'eau, alors que prendre une douche, ça demande moins d'eau. Le bain, si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de le prendre régulièrement. Donc, il faut prendre à la place du bain une douche. Changer les pommeaux de douche. Il y a des pommeaux qui sont moins consommatrices d'eau et ça permet de réduire du quart la consommation de l'eau sous la douche. Ensuite, par rapport au robinet, il est recommandé à ce qu'on les ferme. OK? Lorsqu'on se lave les mains ou bien lorsqu'on se brosse les dents, ne laissez pas vos robinets ouverts pendant cette activité
Et prenez une petite quantité d'eau, frottez le savon sous la main, vous revenez, lavez et vous économisez ainsi de l'eau. Il est demandé également à ce qu'on installe des aérateurs de robinet et réduit de moitié la consommation de l'eau dans la salle de bain, ok, et du quart de consommation dans la cuisine. Si vous installez ces équipements-là, ça relève de votre propriétaire, ce n'est pas vous. Ça vous permet de réduire une certaine quantité en ce qui concerne, disons, la consommation de l'eau. Maintenant, pour ce qui concerne la machine à laver, là, attendez à ce que la machine soit remplie à pleine capacité avant de la mettre en marche. Il ne sert à rien de mettre 2-3 habits dedans pour lui demander de faire la lessive. Il faut le remplir, ok? Remplacer les laveuses par un modèle certifié. Les modèles Energy Star consomment moins d'eau et d'énergie. Vous économisez en eau et aussi en énergie. Et là aussi, la disposition concerne surtout vos propriétaires parce que c'est eux qui installent les équipements dans votre ménage pour ceux qui ont des appartements équipés. Par rapport au robinet, il faut réparer les fuites et éviter le gaspillage d'eau, ça s'entend. Maintenant, pour la vaisselle, on l'avait dit, hein, il faut le remplir convenablement et laisser l'eau, disons, s'écouler. Il ne faut pas le chauffer et le sécher et à l'électricité. Et ça permet d'économiser quand même un certain nombre de volumes d'eau en ce qui concerne, disons, la bonne utilisation de l'eau. Donc voilà les petits gestes qu'on vous recommande en ce qui concerne la gestion de l'eau. C'est des gestes que vous pouvez faire. Il y en a dedans qui relèvent de votre responsabilité. Il y en a dedans qui relèvent, disons, des prérogatives de votre propriétaire. Ça va vous amener quand même à économiser une bonne partie de la ressource et à éviter le gaspillage. Nous allons aborder maintenant le dernier thème, la mobilité durable. Quels sont les objectifs poursuivis en ce qui concerne ce dernier thème-là? De vous amener à comprendre les avantages du transport en commun. Dans les villes, disons, c'est le mode de transport le plus utilisé par les gens. On vous invite à ça et on vous demande de bien vouloir l'utiliser dans vos modes de transport, dans vos déplacements. Qu'est-ce que le sondage a révélé? Mais là, j'ai eu une petite surprise. OK? Il y a 75% des gens qui ont dit oui, que c'est bon de faire du transport durable. 25% ont dit non. Je n'ai pas compris. Je suis allé chercher à comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont dit oui, c'est pour réduire les émissions de CO2, c'est pour diminuer les gaz à effet de serre, c'est pour avoir un transport plus bénéfique, aller au travail en toute sécurité, ce qui est bien, ce qui est normal, mieux gérer son temps et avoir un mode de transport sans conséquence sur l'environnement. C'est ce qu'ils ont évoqué comme raison qui les incite à adopter un mode de transport durable. Mais je me suis intéressé au non pour comprendre un peu pourquoi ils ont dit non. Il y a une personne sur 4 qui a donné la raison. Il y a 3 personnes qui n'ont pas justifié pourquoi ils ont dit les autres non. Mais la seule personne qui a justifié, il s'est exprimé en ces termes. Je ne comprends pas le terme transport durable. Donc, il a dit non parce qu'il ne comprend pas le thème. Et si cela se réfère à l'idée que j'ai en tête, je crois que ça dépend plus des politiques publiques que d'une volonté personnelle. Moi, ça m'a intéressé. J'ai cherché cette phrase-là que j'ai voulu partager avec vous. Et je vais vous expliquer. Vous allez me dire après, peut-être pas de façon à haute voix, vous allez me dire s'il a raison ou pas en disant non et en évoquant cette raison-là. Donc, dans le fond, le transport durable, comprenons d'abord ce qu'on appelle le transport en commun. C'est un système de transport en autobus, en métro ou en train, mis à disposition du public dans les centres urbains, surtout dans les centres urbains qu'on voit ça, dont la tarification des horaires, les parcours sont fixes. Ça ne varie pas, le transport en commun dans une ville X. Le montant est standard, c'est connu, tout le monde l'utilise et voilà ce que ça veut dire. Quels sont les avantages? C'est plus rapide aux heures de pointe pour ceux qui sont à Montréal. Une heure de pointe, vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui viennent également de la grande ville dans nos pays, quand on dit heure de pointe, vous savez ce que ça veut dire. OK? La deuxième raison, c'est lié un peu à l'écologie.
les transports en commun émettent moins de GES, moins de gaz à effet de serre. Au lieu de se déplacer à 50 avec 50 voitures, avec un autobus de 50 personnes, vous évitez le déplacement de 50 voitures et ça a moins d'impact sur l'environnement en termes d'émissions. Économiquement, ça coûte moins cher. À Montréal, par exemple, avec moins de 5 $, tu peux te déplacer en 1 heure, aussi bien au niveau avec le métro que l'autobus. Économiquement, c'est moins cher et c'est rentable. C'est confortable et sécuritaire. Quand tu es dedans, tu es conduit, tu es en sécurité, tu n'as pas de difficultés. Également, ça permet de faire l'exercice de marche. Pour accéder aux stations de chez toi, tu dois marcher pour accéder aux stations de l'autobus, de métro. Ça permet de marcher pour être en bonne santé, c'est un avantage. Et la fréquence des passages, c'est plus élevé. Les bus circulent, les stationnements où il faut aller les prendre, il y a des heures qui sont prévues, on sait que le bus vient à telle heure, tu te programmes, tu prends tes dispositions pour aller prendre l'autobus. Le dernier avantage que je trouve quand même intéressant, c'est que même occupé, on se charge, on s'occupe de votre déplacement. Dans votre autobus, vous pouvez être en train de lire un livre, vous pouvez être en train de regarder quelque chose sur votre tablette et le conducteur s'occupe de votre déplacement et vous n'avez pas de difficulté. Vous n'aviez pas à être attentif aux voitures, aux piétons, aux cyclistes qui circulent. Vous êtes tout peinard et on vous déplace. Donc voilà les avantages qui sont liés un peu à ce mode de transport. Quel mode de transport durable adopter? Il y a la marche, il y a le vélo qui est recommandé. En tant qu'étudiant, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez marcher si vous n'êtes pas loin de votre centre universitaire. Et les autobus aussi sont là. Le métro également est là pour ceux qui sont à Montréal pour leur déplacement. Et en termes de transport, ce mode de transport à lui seul représente 40% des émissions de GES. L'utilisation accrue au Québec de modes de transport alternatifs permet de réduire la pollution de l'air. La marche, le vélo et le transport en commun sont à privilégier. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Marchez beaucoup, utilisez du vélo, prenez le transport en commun plutôt que d'aller s'acheter une voiture pour acheter de l'essence, payer tous les frais autour. Si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de se donner, disons, ces types de dépenses dans le cadre de vos études. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? 5 conseils pour des comportements adéquats des boursiers que vous êtes pendant votre séjour au Canada en lien avec les différents enjeux environnementaux. Okay? Il est question pour vous de bien utiliser les équipements de votre résidence ou de votre appartement pour une meilleure efficacité énergétique. On en a démontré tout à l'heure. Il faut contrôler ses achats, acheter ce qui est utile, ses approvisionnements, okay, pour produire moins de déchets et bien gérer ce produit. Les dispositions que je viens de mettre sur la table n'éliminent pas la production des déchets. Mais le peu qu'on produit là, il faut les gérer convenablement, les mettre dans les bacs qu'il faut pour qu'on puisse les récupérer, faire de la valorisation ou du recyclage avec. Il faut faire un bon usage de l'eau. Malgré que la ressource soit gratuite au Québec, ce n'est pas une raison pour qu'on en gaspille. OK? Il faut faire un bon usage et des comportements, des gestes sont recommandés et pour qu'on en arrive à cela. Adopter le transport durable, surtout pour la santé, la réduction des GES et aussi faire des économies. Et il est recommandé dans tout ce que j'ai proposé comme action, il y en a qui relèvent de vos propriétaires, signaler toute anomalie constatée dans les résidences, dans les appartements, aux propriétaires pour des dispositions idoines à prendre. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous en termes de comportement, en termes d'attitude et en termes de connaissances par rapport à un certain nombre de choses pour votre séjour ici. Tony, je ne sais pas si tu as enregistré des questions. Je suis à la fin de la présentation. Je te laisse la parole. Parfait. Merci Olivier.